bien bonsoir. Bonsoir. Bonsoir alors aux trois spectateurs, ou deux ou trois. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et puis bienvenue à ce live. On reprend un petit peu nos lives. Ouais, depuis premier en 2022. Premier en 2022. Très heureux d'être là et puis de démarrer quelque chose avec des intentions. Et puis on va voir tout ce que cette soirée va donner. En tout cas, ça fait partie des choses qu'on a expliqué fin d'année dernière qu'on avait envie de faire ça plus régulièrement, de partager, d'échanger, ou en tout cas j'ai envie de dire, moi ce qui me vient, c'est de libérer ce qu'on a en nous et montrer aussi à quel point ça fait du bien de parler, d'échanger sur des sujets qui... Donc c'est ça, en fait le principe c'est assez simple. Nous on a souvent des échanges un peu sur l'actualité, sur ce qui se passe. Et on aime bien essayer de comprendre, de le décoder sans forcément aller dans des analyses trop profondes. Mais surtout de ramener de la clarté là-dedans et aussi potentiellement des outils pour nous mieux accueillir ce qui se vit et puis comment passer à l'action plus sereinement. Et puis on s'était dit, bah tiens, là, il y a comme sur l'activité, il y a pas mal de choses qui se vivent en ce moment, qui sont très fortes symboliquement. Et nous, on a déjà eu quelques échanges là-dessus, mais sans aller vraiment trop en profondeur. Et on va juste développer ça ce soir avec vous. Et, euh, et puis voilà, puis on a aussi on a Django qui est là. Il va Oui. aussi partager certaines choses, mais ça Voilà, sera qui a plus déjà subtil. été présent sur quelques vidéos, qui est le chien de Vincent. Voilà, puis peut-être juste rappeler que une des raisons et un des éléments de contexte qui fait qu'avec Laurent on se parle régulièrement, c'est notamment le projet Vibrer Local, hein, qui nous tient à cœur et sur lequel toi, Laurent, tu travailles depuis longtemps, et qui fait que au-delà de la plateforme et de tout ce qu'elle permet, eh bien, elle relève en fait d'un enjeu selon nous très, très d'actualité, très contemporain, voire même un outil qui pourrait aussi être très, très utile à l'avenir. Et on n'est pas là pour parler de l'outil, on est plutôt là pour parler de de ce qui fait que bien, on reste passionné par cette démarche et passionné finalement à apporter quelque chose au travers de la plateforme, au travers de qui on est. Parce que finalement, très souvent, quand on parle, c'est souvent de nous et de ce qu'on ressent et de ce qu'on a envie de sortir, quoi. Mhm. C'est un peu ça le contexte. Donc voilà, et maintenant il y a un chat, Tokina, qui s'invite dans le live. Donc voilà, les animaux sont là aussi. Alors, peut-être ce que j'avais le goût de faire, et c'est ce que j'avais proposé tout à l'heure, je t'avais proposé, c'est de revenir sur un élément de l'actualité dont on ne parle pas forcément beaucoup ici en Europe, mais par contre c'est beaucoup plus présent au Canada. Et donc au Canada, moi j'ai vécu pratiquement 10 ans, et plus particulièrement au Québec. Et donc vous n'êtes pas sans savoir que il y a à Ottawa, dans la capitale, il y a un gros mouvement qui s'est installé depuis 12 jours. Et je trouve ça intéressant de pouvoir en parler et puis de le décoder parce que c'est symbolique et il y a beaucoup de choses intéressantes et des thématiques qu'on peut dégager. Et donc peut-être pour replacer le contexte, qu'est-ce qui s'est passé là-bas il y a 2 semaines? En fait, tout simplement, les camionneurs, juste les camionneurs là-bas au Canada, sont des personnes qui sont propriétaires de leur camion. C'est pas forcément qu'ils dépendent d'une entreprise pour ça. Donc c'est leur travail. Et donc on leur a imposé une forme de vaccination pour pouvoir passer la frontière entre le Canada et les États-Unis. Et donc là-dedans, il y avait des personnes qui n'étaient pas vaccinées et qu'évidemment, on considérait ça comme une forme d'atteinte à leur liberté. Et en même temps, il y a des gens aussi qui sont vaccinés et qui se sont dit, mais est-ce que fondamentalement, ces mesures sont pertinentes par rapport à ce qui se passe dans la réalité? Et à savoir que finalement, on est plus aujourd'hui avec un virus qui s'appelle l'Omicron et qui est quand même beaucoup moins virulent et dangereux que celui qu'on avait précédemment. Et est-ce que ces vaccins sont vraiment utiles, etc. Donc ils ont avait des questions légitimes qu'ils ont adressées au gouvernement, mais c'est pas évident de communiquer au gouvernement. Et ils n'ont pas véritablement été entendus. Et spontanément, ils se sont dirigés vers la capitale qui est Ottawa, par milliers de camions qui sont venus de tout le Canada. Et ils se sont retrouvés au cœur de la ville et ils se sont installés là-bas. Et donc, et moi, je suis en contact avec des gens qui sont présents sur place ou qui y vont les fins de semaine et les week-ends.
Et le discours que racontent ces personnes est extrêmement différent de ce que la presse un peu mainstream communique aussi bien au Canada qu'en Europe. Et je trouve intéressant quand même d'en parler. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que d'abord, ces camionneurs sont arrivés, se sont installés, et puis ils ont créé comme un genre d'écosystème où ils ont créé un village au sein même d'une ville. Et des citoyens sont venus les rejoindre, des familles sont venues les rejoindre, et ils ont mis en place tout ce qui était nécessaire pour assurer vraiment une vie de qualité d'une certaine façon, à savoir de la nourriture en abondance, de la sécurité, des logements, de la chaleur, etc. Et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont retrouvé leur nature. Moi, je connais les Québécois, surtout les Québécois, qui sont d'une nature très joviale, très chaleureuse, qui aiment rencontrer du monde, qui sont très tactiles, très, très spontanés, etc. Et puis depuis 2 ans, on a toujours peur de faire quelque chose ou pas, des dissociations sociales qui sont un petit peu contre nature. Et là, spontanément, les gens se sont dit, ben, les règles, ce sont nos règles de vie qu'on est en train d'installer. Et ils se sont retrouvés, ils ont dansé, ils ont mis en place des ateliers pour accueillir des enfants avec des jeux gonflables, il y a des personnes qui les gardent, il y a de la nourriture en abondance partout, tout est gratuit, c'est sécurisé. Depuis qu'ils sont là, il y a 90% de délinquance en moins dans la ville. Toutes les personnes qui sont sans abri, et il y en a aussi là-bas au Canada en hiver, c'est vraiment très difficile, les conditions sont très difficiles, ils sont tous pris en charge. Les commerces qui ont ouvert, qui étaient plus ou moins un peu pas en faillite, mais pas loin avec tout ce qui s'était passé les 2 dernières années, ben là, ça va réactiver chez eux, les gens viennent consommer, etc. Ils ont enlevé même les règles au sein de ces différents commerces. Donc ça a recréé une vie, mais qui était complètement latente depuis 2 ans, quoi. Et c'est extrêmement pacifique. Ce sont vraiment des gens, moi, ils en pleurent tellement, ce qu'ils vivent là est tellement beau, tellement intense. Et en fait, fondamentalement, c'est la vie que moi, personnellement, j'ai envie de vivre et que je souhaite à tout le monde, quoi. Et ça c'est la réalité du terrain. Et en même temps, ce qu'ils demandent à travers ça, c'est de communiquer avec le gouvernement pour leur poser des questions. Mais quelles sont les véritables raisons pour lesquelles on impose encore toutes ces mesures aujourd'hui, quoi? Ils cherchent à comprendre, en fait. Et donc, ils ne viennent pas tout seuls, ils viennent aussi avec des docteurs qui représentent d'autres docteurs, donc des scientifiques, pour avoir un échange. Chose qu'on n'a pas aujourd'hui, quoi. Donc déjà, je vais poser ça sur la table comme ça, là, pour poser un petit peu le décor. Et déjà, à travers ça, il y a comme des thématiques qu'on peut dégager. Qu'est-ce que tout à l'heure, quand on en parlait, tu me disais que c'est pas anodin le fait que ce soit des camionneurs, bon, au-delà des règles qui leur sont imposées, mais il y avait un peu ce côté, voilà, une certaine stabilité très ancrée et qui malgré tout peut être souvent une personnalité un peu solitaire parce que voilà, il ou elle est dans son camion, mais malgré tout, il y a ce côté, voilà, très terre à terre, quoi, qui fait que à un moment donné, bah, pour eux, c'est devenu assez simple. Ils avaient des questions, ils n'ont pas eu de réponse, ils y vont. Mhm. Et il y a une forme aussi voilà, de stabilité. Et moi, quand on en parlait tout à l'heure, ça me faisait penser réellement à ce qui est quand même un des fondements d'une personne quand elle se met en action, quand elle se met en mouvement. C'est une forme de confiance et se dit, voilà, moi je suis légitime, j'ai des questions, je les pose, point. Mhm. Et j'ai vraiment l'impression que ce que ça relève ou ça vient en fait mettre en lumière peut-être un besoin qu'on devrait tous pouvoir exprimer ici en Europe ou en Belgique, puisque c'est quand même la seule situation que je connais un peu, où voilà, on doit être légitime d'exprimer, de poser des questions, parce que on est finalement en droit d'attendre des réponses. Et pour poser des questions, ben, ça demande quoi? Eh bien, ça demande peut-être, et c'est là où il y a un point qui est quand même, à mon avis, assez important, c'est d'avoir pris le temps de travailler la question, de savoir réellement quel est mon besoin, qu'est-ce que je veux exprimer, pas simplement me mettre à râler, mais voilà, je réfléchis à la question et je vais y aller. Je me sens légitime, j'ai confiance et je la pose. Parce que normalement, en face de moi, j'ai des différentes couches de dirigeants qui, eh bien, pas qu'ils me doivent certaines choses, mais malgré tout, ils sont là au Mhm. service de la population, et non pas une relation de type
j'ose rien dire ou ça ne se fait pas, on n'écoute pas les commentaires des citoyens. Et j'ai un peu l'impression en tout cas moi c'est ce à quoi ça me faisait penser quand tu me parlais de la situation et de ces camionneurs, des gens un peu Mhm. bien ancrés, quoi, qui ont une Mhm. certaine confiance, quoi, qui ont un vécu et qui, voilà, bah, eux, c'est leur survie, c'est leur gagne-pain, ils doivent pouvoir se déplacer, donc on y va, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis, la réponse aujourd'hui du gouvernement canadien, à travers notamment M. Trudeau, c'est pas de communication en fait. Ils n'ont pas encore eu d'échange, il n'y a pas eu d'échange. Donc, on a ces camionneurs qui vivent toute cette expérience entourée de citoyens, etc., qui est très très belle. En fait, c'est une magnifique expérience. Mais en même temps, ben, ils sont quand même conscients qu'ils sont pas, ça sont pas censés être là. Et eux-mêmes, ils le disent. Nous, on a envie de rentrer à la maison. On n'a pas Mm. le goût de rester toute notre vie ici. En même temps, il y a des citoyens qui habitent dans la ville. Évidemment, ça crée des nuisances sonores et toutes sortes de choses. Oui, C'est pas drôle pour les gens là-bas. Ils en sont tout à fait conscients. Mais en même temps, ils ont envie de communiquer. Et la réponse qu'ils ont, c'est de plus en plus d'une forme de violence et d'oppression. Et notamment, M. Trudeau, aujourd'hui, a l'intention, et je ne sais pas si ça a été, si c'est passé dans cette journée-ci, je n'ai pas suivi, mais de passer en mode d'état d'urgence, c'est-à-dire de faire passer le pays en état d'urgence. Et ça, c'est-à-dire, pour le Canada, c'est comme si le pays était en guerre. ah oui, oui, bien Donc, sûr. là, il parle déjà de geler les comptes bancaires des camionneurs, qu'ils n'aient plus accès à leurs comptes bancaires. Ils veulent faire venir les services sociaux des fois que les enfants seraient maltraités. Ils ont tenté à un moment donné aussi de piquer les jerrycans d'essence parce que forcément ces camions consomment de l'essence puisqu'ils sont souvent allumés pour le chauffage et toutes sortes de raisons. Et donc les citoyens sont venus avec des jerrycans d'essence pour alimenter tous ces camions. Et la police, au départ, a pris, a kidnappé, a pris Séquestrer a séquestré ces jerrycans. Et Ouais, puis ouais. finalement, c'est tout à fait illégal parce que moi je peux te donner un jerrycan parce que c'est un don. Mais il n'y a aucune raison que la police vienne et décide de te le prendre. Donc ils ont dû ramener symboliquement tous ces jerrycans. Mais il n'y a rien qui est réglé. Puis après, maintenant, si on regarde qu'est-ce qui se passe au sein du Parlement, parce que ça crée d'énormes discussions, bien sûr. Hein. Il y a l'opposition qui n'est pas du tout d'accord avec ces mesures. Ça va beaucoup trop loin. Ils ne comprennent pas et ça devient même assez, voire violent au niveau des mots qui sont échangés. Et puis en retour, on a M. Trudeau qui est complètement figé il est une forme de discours monolithique où il dit toujours la même chose, toujours la même chose. Ben voilà, on suit la science, et puis il faut vacciner les gens, et à partir du moment où les gens vont être vaccinés, à ce moment-là, on pourra revenir à une vie normale, l'économie va pouvoir redémarrer, et c'est les gens qui ne suivent pas ces règles-là qui font qu'on ne peut pas redémarrer. Et peu importe les questions qu'on va lui poser, il tourne toujours en boucle par rapport à ça. Quoi. Et on peut quand même se poser la question, comment c'est possible que ces personnes arrivées à ce niveau-là ne sont pas capables de voir la réalité. Qu'est-ce qui se passe quoi. Hum, Et ça, pour moi, il y a des raisons et j'aimerais bien qu'on en parle tous les deux. hum. Bah, je pense que par rapport au mot que tu as cité de réalité, bien sûr, enfin, on est tous conscients que ils voient leur propre réalité en fonction de là où ils sont, des raisons pour lesquelles ils sont là, et que en tant que dirigeant là d'un grand pays comme celui-là, eh bien, vraisemblablement, il voit et il prend des mesures en fonction peut-être de ce que, sincèrement, de manière totalement honnête par rapport à qui il est, eh bien, il prend soi-disant les bonnes décisions. Parce que pour lui, c'est sa réalité. Et sa réalité, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur, vraisemblablement, ses propres peurs et ses propres besoins personnels, mais qui sont des besoins de compensation, qui sont des besoins de couvrir une certaine peur qu'il doit avoir, qui est peut-être un moteur depuis longtemps, parce qu'il a certainement fait beaucoup d'efforts pour arriver là où il est, mais qui finalement change complètement sa vision de la réalité. Et il y a peut-être beaucoup de réalités qui peuvent exister, parce qu'on voit toujours les choses peut-être comme on a envie de les voir. Toi et moi, on voit les choses d'une certaine manière. Mhm. Et lui, eh bien, s'il est comme ça, s'il agit comme ça, vraisemblablement que comme beaucoup de dirigeants, eh bien, il est placé dans une situation qui vient éveiller
énormément de peur et la seule manière qu'il trouve de réagir, eh bien, c'est d'être encore plus contrôlant et aussi d'avoir euh, un comportement qui est un comportement encore plus irrationnel, comme de nouveau, si on revient sur le fonctionnement, fonctionnement normal d'un cerveau, eh bien, tout le monde sait, quand on s'intéresse un peu au cerveau, quand quelqu'un a très très peur, eh bien, le fonctionnement du cerveau est bloqué dans des aires vraiment primitives Mhm. qui ne permettent plus de monter à l'étage où il y a un raisonnement, un apprentissage, et donc d'office, il devient con. Il devient pas plus intelligent qu'un Mhm. animal, quoi. Bloqué, tourné dans sa cage. Alors, je prends l'hypothèse, et peut-être que je me trompe, mais l'hypothèse est basée sur le fait que c'est un individu qui a très peur et qui fonctionne uniquement sur base du contrôle, qui n'a jamais assez de contrôle. Et c'est ce qu'on voit maintenant. On peut faire le transfert vers ce qu'on vit ici, mais il y a des contrôles, mais partout, 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 Mhm. partout. Et pourquoi est-ce qu'il y a des contrôles partout? Eh bien parce que certaines personnes se nourrissent de ces contrôles, parce que ces contrôles viennent soit entre couvrir des peurs très très viscérales qu'ils ont, ou, et ça je pense qu'il faudra qu'on en parle aussi après, ces contrôles viennent les nourrir au sens monétaire, Mhm. au sens du gain qu'ils peuvent avoir, parce qu'en mettant tel et tel contrôle en place, parce qu'en rendant la vie sociale tellement compliquée, à un moment donné, on peut en tirer profit. Parce qu'on a une vision globale là où monsieur et madame tout le monde ne l'a pas et peut juste subir finalement ces contrôles. Donc je pense que le sujet fondamental reste quand même ce sujet de peur et de besoin d'être rassuré Mhm. qu'il doit avoir. Ben, dans la peur qui est exprimée de cette manière-là, c'est une pathologie qu'on appelle la paranoïa. Et quand elle s'inscrit au niveau du pouvoir, et notamment au niveau du pouvoir politique, et elle prend tout à fait la forme qu'elle a aujourd'hui, c'est-à-dire que on est dans une logique que potentiellement toute personne peut être un ennemi. Donc au départ, c'était le virus qui était l'ennemi, entre guillemets, hein. Moi je ne considère pas ça comme un ennemi, mais il a été perçu très vite comme un danger. Et puis finalement, le virus, assez rapidement, on l'a mis de côté parce que c'était la personne qui potentiellement qui l'avait ou qui pouvait l'avoir qui devenait une menace. Hum. Mais là déjà, c'est le premier transfert qu'on commence à faire de la peur qui était l'objet, c'était le virus. Et puis là maintenant, mais ça peut être aussi les gens qui le portent. Et là, on rentre dans un mécanisme paranoïaque où la personne n'est jamais rassasiée, n'est jamais rassurée, quoi. Hum. Donc elle va vouloir toujours aller plus loin, jusqu'à aller au cœur même de ton intimité toi-même, pour savoir même qu'est-ce que tu penses, quoi. Et la boucle finale, c'est que la personne, finalement, comme elle trouve jamais de réponse à l'extérieur, malgré toute l'énergie qu'elle va déployer, elle commence à toucher à la folie, et après c'est l'autodestruction, quoi. Hum. Et quelque part, historiquement, si on regarde un peu sur les 2000 dernières années, on retrouve un peu au niveau de nos sociétés, il y a des sociétés comme ça qui s'autodétruisent pour un peu ce type de raison. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a une espèce de parano qui s'installe, où on doit contrôler les autres, on doit envahir les autres, les autres sont constamment des menaces, et puis finalement ça se retourne contre nous-mêmes parce que c'est extrêmement énergivore pour pouvoir gérer et contrôler comme ça toute cette masse d'éléments qui sont incontrôlables. Et à la fin, la personne ou les personnes ou la structure s'épuise et s'effondre d'elle-même. Et quelque part, ce qu'on est en train de vivre à nouveau, parce que c'est un cycle qui se répète, c'est d'une part ce type de pouvoir qui est en train d'aller trop loin. Et là, on voit M. Trudeau, je le vois vraiment, on voit qu'il est mal, ce monsieur, vraiment mal. Et il ne sait plus quoi faire et il tourne en boucle dans ses affaires jusqu'à ce qu'à un moment donné où il peut péter un plomb. Et quelque part, ce qu'il est en train de demander, parce que maintenant, l'état d'urgence au Canada, c'est on envoie l'armée, quoi. Ça va loin, quoi. Hum. Et ça, c'est des signes de destruction massive, quoi. Ouais, des signes aussi d'une réponse totalement inadaptée et Mhm. disproportionnée par rapport à une situation qui est
malgré tout très fantasmée, parce que quand tu en parles par rapport à ce qui se vit vraiment, eh bien, où est le danger pour la population? Bon, il y a certainement des choses à régler, mais plutôt que d'adresser des questions qui sont vraisemblablement légitimes, eh bien non, on n'y répond pas, mais on va envoyer une réponse disproportionnée étant l'armée, et du coup, on en arrive en fait à créer une vraie situation problématique Mhm. qui va faire vivre des souffrances très importantes et par rapport à laquelle eh bien, on va voir un clivage se mettre en place parce que oui, ok, on veut bien, on aime bien, on voit bien ce que tu dis par rapport aux camionneurs et autres, mais quand même, cette situation-là de guerre ou d'état de siège, on n'en veut pas, donc on voudrait que ça s'arrête. Donc qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'arrête? Mhm. Et moi, je suis désolé, je fais toujours le pas, le parallèle, pardon, et l'analogie avec ce qui pourrait se passer dans une famille dans laquelle, à un moment donné, et désolé, je vais être un peu, voilà, je vais simplifier, mais ben, le père pète un câble complètement. Par rapport à ce qu'un des enfants, un des comportements des enfants, il n'est pas d'accord, il a une mauvaise réaction, plutôt que parler, il va s'énerver. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va y avoir un autre membre de la famille, et les autres membres de la famille qui vont essayer juste de calmer le bazar, et potentiellement, ben, l'enfant qui, entre guillemets, était le déclencheur et posait problème, eh bien, on va s'assurer qu'il arrête d'exprimer le mal-être qu'il a à l'intérieur de lui, juste pour calmer papa, quoi. Mhm. Et ça arrive. Je pense qu'on peut tous euh, avoir des exemples comme ça qui, je l'espère pour beaucoup, n'ont pas été vécus dans la famille, mais on a vu ça ailleurs. Et c'est comme ça. Tout ça pour éviter de discuter. Et pourquoi est-ce qu'on ne discute pas? Eh bien parce que souvent, on a peur d'engager la discussion, parce que si un père a peur d'engager la discussion avec son enfant par rapport à un grand malaise qu'elle a, ben la première chose c'est qu'il a peut-être pas la réponse ou ça va venir éveiller des problèmes chez lui également, et donc on n'adresse pas le sujet, Mhm. mais on a une mauvaise réponse. Mais une réponse qui, d'une certaine manière, permet au père d'affirmer son autorité. Mhm. C'est moi le père, je l'ai calmé, tu... Et en fait, c'est pas du tout ça qu'on appelle et dont on a besoin comme autorité. Alors, je fais l'analogie avec la famille, bien sûr, c'est simplifié, et bien sûr que dans la société, tout le monde ne se comporte pas comme étant un parent ou les citoyens comme des enfants, mais malgré tout, si on n'y prête pas attention, c'est un peu ce genre de rapport de force qu'on veut nous mettre en place. Il y a encore pas si longtemps, j'ai discuté avec une dame plus âgée qui disait, voilà, eh bien, non, moi, mon mari, ne parlait pas, il parlait pas aux enfants. Ah, il n'était pas capable. Et ma fille, ah, elle avait peur de lui parler. Mhm. Mais quoi, si on a peur de parler, si on a peur de poser des questions, je reviens sur c'est l'exemple de tes camionneurs, et si ici en Europe on a peur de poser des questions parce qu'on a peur d'une mauvaise réaction de la part des dirigeants, mais on va où? Alors on s'assied sur nos besoins, Mhm. on n'exprime pas finalement à la base le besoin, l'action fondamentale d'un être humain qui est eh bien, d'entrer en communication, en échange, de se positionner en fait. Mhm. De se positionner, mais de manière très calme, mais en exprimant et en attendant légitimement de la part d'une autorité, et ça j'aimerais bien qu'on aborde Mhm. ce sujet-là aussi, de la part d'une autorité, une réponse. Mhm. Et est-ce que réellement notre regard sur la situation actuelle, sur l'actualité, comme on l'a annoncé dans ce live, eh bien, c'est quoi notre regard sur cette autorité? Mhm. De quel genre d'autorité euh, voit-on les actions à l'heure Mhm. actuelle, quoi? Ben déjà, la, la notion d'autorité, je pense que dernièrement, je m'intéresse beaucoup à tous ces aspects psychologiques hein, qui encadrent justement ce vécu et toute cette expérience qu'on vit depuis 2 ans.
Et notamment, il y a une psychologue qui s'appelle Ariane Billeran, qui justement parle très 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 bien de tous ces mécanismes d'autorité, d'autoritarisme, de totalitarisme, etc., dont des notions que je connaissais un peu, mais pas aussi bien. Et finalement, l'autorité, moi, l'idée que j'en avais, c'était peut-être un peu l'autorité, c'est tu t'affirmes, puis peut-être tu tapes de temps en temps ton poing sur la table pour dire ça, c'est comme ça. Et quelque part, c'est pas forcément une autorité pour laquelle, naturellement, j'ai envie d'ouvrir les bras et me dire, ben oui, c'est juste. L'autorité, elle s'inscrit sur une sagesse, sur une expérience basée dans le temps. C'est quelque chose qui vient du passé et qui s'inscrit dans son présent, quoi. Mais c'est une véritable expérience, c'est pas juste une connaissance acquise comme ça, hein. C'est une véritable expérience qui sait que en faisant telle chose, en mettant en mouvement telle chose, en ayant telle attitude, on va avoir une grande chance d'avoir ce type de réponse, quoi. Et la réponse, elle est juste, elle est ajustée, elle peut toujours s'ajuster. Ça fait partie de l'autorité qui s'adapte, mais c'est une autorité qui est bienveillante, quoi. C'est vraiment le contraire de l'autoritarisme, où c'est de la violence. Et ça, c'est ce qu'on subit par exemple M. Trudeau. Il rentre dans cette logique où il n'a pas d'autorité, mais il rentre dans l'autoritarisme, où là, c'est la violence. Maintenant, on amène les camions militaires. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est que la notion d'autorité. Et maintenant, un autre exemple, c'est qu'il suffit de voir les débats au sein du Parlement entre l'opposition et le Parti libéral qui est au pouvoir. Et en fait, comment ils échangent, comment ils se parlent. On est en 2022 là. Moi, je suis sidéré de voir ça. Et ce que je vois aussi bien au Canada qu'au Québec, qu'ici en France, c'est le même schéma, c'est-à-dire qu'on a des gens qui balancent un truc. Alors d'un côté, l'opposition va gueuler, oui, c'est incroyable ce qu'on fait, on ne devrait jamais faire ça à nos citoyens, c'est pour le bien-être de tous les Canadiens, pourquoi discriminer, etc., etc. Monsieur le Premier ministre, quand est-ce que vous allez arrêter vos mesures, blablabla. Et Monsieur le ministre, il va se lever et lui, il va dire, le Premier ministre, il va se lever et il va dire ce qu'il dit depuis toujours. Nous, on écoute la science et la science, elle nous a dit qu'il fallait vacciner le monde, il faut vacciner un maximum de personnes et à partir du moment où on aura vacciné un maximum de personnes, on va retrouver une vie normale. Et il s'arrête là. Et peu importe tout ce qui est dit, c'est toujours le même discours. D'un côté, on a une opposition qui balance et qui expulse tout ce qu'ils vivent, avec peut-être un ou deux besoins, et puis l'autre, il reste toujours dans cette même logique. Mais à qui il s'adresse? Ils n'ont pas d'échange l'un par rapport à l'autre, l'un face à l'autre. Il s'adresse à quelqu'un qui est assis sur une chaise, qui est comme le président de séance, et qui, lui, s'occupe de maintenir les règles au niveau de la forme. C'est-à-dire, chaque personne a un temps de parole, il faut quand même que ça soit respectueux, etc., que ça soit poli. Mais le fond, il s'en fout, quoi. Et en fait, l'autorité, c'est lui. On s'adresse à lui comme, vous avez vu, monsieur le président, comment on m'a parlé? Mais monsieur le président, il ne sert à rien. C'est pas une autorité. Elle n'a pas sa place, là. Et en fait, on délègue à nouveau notre responsabilité auprès d'une personne qui ne sert à rien. Enfin, c'est pas qu'elle sert à rien, mais c'est pas la bonne personne. Elle joue quoi. pas le rôle, quoi. C'est pas son rôle, quoi. Et clair, et moi, ce que je vois là-dedans qui manque, mais alors là, qui est flagrant, c'est qu'il manque un rôle d'animateur, d'animation. C'est-à-dire que cette personne va s'occuper du fond. Ok, j'ai entendu que, donc à travers ça, ce que je comprends bien, ça c'est ton besoin, et Monsieur Trudeau, comment vous allez pouvoir adresser à son besoin, quoi. Ça c'est l'enjeu, quoi. Et par rapport à cette discussion, avec quoi on veut repartir, quoi. Un objectif. Là, il n'y en a pas, quoi. Mais si on mettait ça en place, ça changerait énormément de choses, quoi. Et ça n'existe pas. Bah, ça mettrait en place ce qu'on voit dans un certain nombre de milieux, c'est-à-dire une réelle intelligence collective qui se met en mouvement avec une vraie écoute, avec une réelle volonté eh bien, de tenir compte des différents avis, de tenir compte de la diversité pour le bien commun. C'est ce qui se fait dans un certain nombre de groupements de personnes qui créent des projets entre eux. Ça se fait même dans un certain nombre d'entreprises. Et ça ne se fait pas. Et peut-être que ça se fait, puisque nous, on n'a pas une vue sur tout. Il y a peut-être des régions en Belgique, en France, il y a des communes, ça on le sait, qui le font déjà. Mais à un niveau élevé, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Je ne vais pas commencer à prendre des hypothèses sur les raisons pour lesquelles ça ne se fait pas. Mais en tout cas, il y a manifestement, ça ne se fait pas et on focalise sur voilà, des oppositions et l'idée qu'à un moment donné, il y en a un ou une
qui va gagner et qui va justement, qui va gagner quoi? Eh bien, qui va gagner ce que il ou elle est venu chercher, c'est-à-dire, eh bien, une reconnaissance, une compensation de je ne sais quoi. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est que toutes ces techniques d'intelligence collective, d'animation, elles existent, Bah oui. elles sont en place dans plein de milieux. Il suffirait de. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas fait? Eh bien, en plus de ce que je disais avant, c'est parce que le fonctionnement des systèmes politiques est phagocyté aussi par des grosses structures qui sont là pour avoir la main mise aussi. Comment ça s'appelle ces grosses structures? Ça s'appelle des sociétés de conseil en management. Regardez un petit peu autour de vous, qui est la principale structure qui conseille le président Macron? Je ne vais même pas donner la réponse, allez chercher. C'est très facile. C'est très facile. On dit que c'est un peu pour la communication. C'est beaucoup plus que ça. C'est une grosse société de conseil qui le fait. Mais qui le fait pourquoi? Pas seulement pour M. Macron, qui le fait pour tout ce qu'elle représente, pour tous les enjeux de tous les autres clients, de toutes les grosses structures qui financent ces sociétés de conseil qui gagnent énormément d'argent. Tout ça, ça se tient. Donc, il n'y a pas d'intérêt à mettre en place une intelligence collective qui créerait moins de tensions, qui créerait moins de besoins de conseils en ceci, de stratégie en cela. Il n'y aurait pas besoin. Parce que, je suis désolé Laurent, mais toutes ces tensions, tout ce charabia, toutes ces absurdités qui sont mises en place dans le mode de fonctionnement, ça génère des besoins et des dépenses. Et donc ça nourrit quelque chose. Et ça nourrit l'homme politique, l'homme ou la femme politique, et ça nourrit tout l'entourage. Et c'est beaucoup plus valorisant pour un certain nombre de personnes de vivre dans un environnement avec beaucoup de tensions, avec beaucoup de problèmes à résoudre, avec des longues journées de travail, avec des choses très complexes, alors que dans un mode de fonctionnement en intelligence collective, en écoute de tout le monde, ben, ça va créer quelque chose dans lequel on ne peut pas sortir gagnant. Mais si je ne peux pas sortir gagnant, alors c'est que je suis perdant, puisque ces gens-là réfléchissent quand même beaucoup aussi en mode dualité. Si j'ai pas gagné, c'est que j'ai perdu. Tu crois pas qu'il y a une troisième option? Et je trouve que ça, c'est un point qui est quand même très étonnant. Donc j'espère que petit à petit, eh bien, toutes ces techniques et toute cette intelligence collective, ces modes de fonctionnement, vont arriver dans ces sphères. Parce qu'elles sont là, parce que tout existe. Après, je suis pas sûr qu'on en soit même conscient en fait. Moi-même, il n'y a pas si longtemps que ça que je me suis dit, mais il manque quelque chose. Mais c'est parce que j'ai quand même pris du temps d'aller observer, voir comment ça fonctionne et surtout me dire, mais comment c'est possible qu'on en arrive à des situations pareilles, quoi. Autant de décalage avec la réalité. C'est pas possible, quoi. Et moi, j'aime comprendre et surtout, je me dis, ben, si quelque part on parle d'un changement de paradigme, on passe d'un ancien monde vers un nouveau monde et peut-être à travers cet épisode Covid, il y a une opportunité de créer quelque chose de différent. Mais s'il y a l'opportunité de mettre au sein d'un gouvernement, de tenter l'expérience, d'avoir un animateur, animatrice qui joue ce rôle de manière assez impartiale, qui pourrait même être plusieurs personnes de différents partis qui tournent un tour de rôle, par exemple, moi je pense que ça changerait beaucoup de choses, et aussi notamment dans la volonté de faire de la politique. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est politicien qu'on a la meilleure personne en domaine de la santé, par exemple. C'est pas parce que je suis ministre de la Santé que je suis le meilleur médecin en France, par exemple. Pas du tout. C'est juste que c'est un métier dans lequel je me suis dit, tiens, je vais tenter de faire carrière là-dedans. Et puis après, bien sûr, ces personnes ne peuvent pas tout savoir, ils sont entourés de conseillers, et t'en as parlé, hein, et forcément qu'ils font appel à des cabinets conseils ou alors des conseillers, mais c'est quand même toujours eux, avec leur propre vision, leur propre filtre, leur propre limite, qui vont choisir ces gens-là. Donc c'est pas forcément les meilleurs non plus. Et donc ça prend aussi le fait, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'on puisse communiquer et leur dire aussi comment on voit les choses, quoi.
Et là, dernièrement, j'ai écrit au Premier ministre luxembourgeois, je lui ai envoyé une lettre, et puis j'ai eu en retour, oh, quelle audace, Des gens qui te faisaient des commentaires pour bravo te pour ton féliciter, courage, et en quoi. fait, merci, je remercie ça. Et c'est vrai que moi aussi, ça m'a demandé un peu de me dépasser, de faire ça. Mais en même temps, avec le recul, je me dis, mais quand même, euh, tout le monde a le droit, et plus que le droit, de prendre un petit peu de temps et puis de communiquer. Au fait, vous, la façon dont vous gérez le truc, moi, j'aurais pas fait ça comme ça, quoi. Et c'est exactement ça dans la lettre que j'ai envoyée. C'était ma façon de voir la situation, un peu vers quoi on allait et mes propositions. Et puis finalement, après, j'en ai renvoyé une autre au ministre de la Santé, où j'ai envoyé un document qui a été fait par une citoyenne, extrêmement bien fait, sur le libre choix de la vaccination, qui était basé sur 200 études scientifiques. Si ça tombe, c'est le ministre de la Santé. Elle n'a jamais vu ce type de document-là. C'est jamais arrivé sur sa table. Ben maintenant, il est arrivé sur sa table. Alors, est-ce qu'elle l'a lu, elle ne l'a pas lu, peu importe. Mais pour moi, c'est important de se dire que la politique, c'est pas juste je vote pour une personne et puis je retourne dans mon quotidien qui est déjà bien chargé, etc. Et puis j'attends que ça se passe parce que ça, c'est un modèle qui est très parental en fait, hein. C'est un petit peu comme si je suis l'enfant et puis la politique, c'est papa, maman et ils vont prendre soin de moi. Mais aujourd'hui, papa et maman, et dans ce type de gouvernement, dans ce type de pathologie, ils ne prennent pas soin de moi du tout. Mm. Parce qu'il n'est pas capable déjà de prendre soin de lui, parce qu'il a cette pathologie, et donc forcément, ce qui va répercuter sur moi, c'est de la violence. Et moi, de la violence, j'en veux pas, et j'en veux plus dans ma vie, quoi. Ouais, je reviens juste sur ce que tu disais par rapport au fait que tu es devenu récemment conscient d'un certain nombre de choses de fonctionnement. Et ça démarre par l'envie de s'y intéresser, de t'y intéresser. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui est quand même fondamental à la base, c'est de s'intéresser au fonctionnement pour se sentir à l'aise de poser des questions, de les exprimer. Alors, est-ce que les canaux sont là? Est-ce que les canaux sont en place pour pouvoir s'exprimer vis-à-vis d'un premier ministre ou autre? Ben oui, je dirais comme tu l'as fait, ils ont tous des adresses mail auxquelles on peut écrire. Est-ce qu'on reçoit une réponse ou pas? Ça, c'est encore autre chose. Il y a des moyens de le faire. Et pour beaucoup, soit on se pose même pas la question, ou on râle une fois de temps en temps, ou on râle surtout quand on est avec des amis et qu'on prend un verre et qu'on discute. Mais ça s'arrête là parce que je pense qu'il manque cet intérêt pour la chose, quoi. Et peut-être que l'intérêt pour la chose, il est diminué par rapport à ce qu'on voit. On se dit, mais moi, quand je vois tout ce qui se passe, les fonctionnements dont tu parles, ou certaines attitudes de personnalités politiques, on dit, oh là là, moi je veux surtout pas m'intéresser à ça. Mais bah, pour reprendre l'exemple, c'est un peu comme quelqu'un qui, une fois arrivé adulte, dit, oh, bah, moi je veux jamais faire des enfants, parce que quand je vois comment mon père se comportait, moi j'ai pas envie de me comporter comme ça. Mais tu dis, t'es con ou t'es con? Que t'as envie juste de rester, de plafonner, ou t'as envie de t'intéresser à quelque chose pour justement pas faire mieux, parce que la question n'est pas de faire mieux ou pas, mais simplement de t'impliquer, quoi, Mhm. de t'engager. Parce que, enfin, c'est sûr que c'est complexe, que le monde dans lequel on vit est complexe, que ce soit les dimensions de la démocratie, de faire vivre les systèmes financiers, économiques, etc. C'est sûr que tout ça est compliqué, mais un minimum s'y intéresser pour être, pour être réellement un acteur. Si on le veut, si on a réellement à un moment donné, et on en parlait tout à l'heure, et si on a réellement à un moment donné un vécu, un ressenti où on dit mais là ça ne me convient pas, il y a quelque chose qui ne va pas, même si on ne sait pas ce que c'est, encore, on n'a pas encore la réponse, mais au moins on va commencer à chercher et à s'y intéresser. Mhm. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas les seuls à ressentir et même à exprimer d'une certaine manière qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, mais si quelque chose réellement ne te convient pas, alors ben, bouge un tout petit peu. C'est quoi les premières actions? Fais quelque chose pour justement changer un tout petit peu Mhm. ton environnement, ta manière de vivre, ta manière de réfléchir, les choses que tu lis, et surtout sans toi légitime eh bien, de t'exprimer, de poser la question. De nouveau, n'aie pas peur.
Parce que ça, de nouveau, je pense que c'est quand même un sujet qui est assez transversal et sur lequel il y a quand même beaucoup d'actions qui sont faites pour le renforcer. C'est une certaine, une certaine peur. Alors on pourrait dire qu'il y a aussi un énorme ras-le-bol de plein de choses, mais il y a quand même une peur sur laquelle il serait bon de revenir et de s'y attarder pour se dire, ok, mais finalement, c'est quoi cette peur et quel rôle quel rôle elle joue dans ma vie? Est-ce que c'est ça le moteur de mon existence ou est-ce que ou est-ce que je vais la traiter? Est-ce que je vais Mhm. la regarder, cette peur? Que la peur existe, c'est pas le problème n'est pas là. C'est la nature de cette peur peut-être, la source peut-être, et surtout, bah, qu'est-ce que ça nous empêche de faire, quoi. Mhm. Ben ça, je pense que avec, je parlais historiquement, il y a ce phénomène qui se reproduit avec des personnes qui ont des pathologies quand même importantes, qui ont énormément de pouvoir et qui vont commencer à diffuser cette pathologie, notamment cette peur, avec un besoin de contrôler son monde, quoi. Hmm. Et ça, on est encore en 2022 là-dedans, dans cette même dynamique. Pourquoi? Parce qu'on ne nous a pas appris à gérer la peur. Aujourd'hui, la peur, c'est un ennemi. C'est l'antithèse de l'amour, c'est toutes des choses que j'entends. Moi, la peur, moi je suis né, je suis tellement sensible, je suis né dans la peur tout de suite. Tout de suite, j'ai commencé à avoir peur. Parce que d'abord, j'ai capté la peur des gens qui m'entouraient, Hmm. et peut-être même ils ne sentaient même pas qu'ils avaient ces peurs. Ensuite, je me suis dit, je ne suis pas dans un univers vraiment sécuritaire ici. Sécurisé, sécurisé. Sécurisé. Les gens, ils pensent des trucs, ils font autre chose, ils ne sont pas alignés sur eux-mêmes. Moi, je sentais tout ça sans le comprendre. Donc, moi, dès le départ, ça a été un vrai problème, un enjeu majeur. Moi, j'avais peur de parler à quelqu'un, de serrer la main à quelqu'un, de prendre le bus. Toutes les peurs possibles. Parler en public, alors oublie ça, je m'évanouissais quasiment dans la classe. Et je me suis évanoui dans la classe juste parce que je vais parler. Ça a été juste un challenge, mais jusqu'au jour où moi j'ai résisté, parce que forcément ça crée ce malaise, ça crée ce froid intérieur qui est le contraire de la chaleur, de l'ouverture, etc. Et tu dis, ben voilà, moi je suis juste une espèce de boule de peur comprimée, et donc ben, j'ai juste envie de me renfermer sur moi-même, puis attendre que ça passe. Et j'ai fait ça des années, hein. Et puis jusqu'à ce qu'un jour je rencontre un monsieur qui m'a expliqué ce que c'était que la peur. Il m'a dit, mais Laurent, réfléchis une seule seconde, sors de ton univers, de ton corps, essaye et te dire, mais quel est le meilleur moyen à envoyer à ton corps pour que tu te dises que peut-être tu peux changer quelque chose, tu peux passer à une autre étape de qui tu es. Hmm. Il faut bien qu'on t'envoie un message. C'est pas sur la plage comme ça, au soleil, bien, tu vois, qu'on va dire, peut-être que tu pourrais changer ta vie et faire ça. Oui, ouais, peut-être un jour je le ferai. Non, il faut créer quelque chose et donc peut-être un malaise, quoi. Et Hmm. ce malaise, c'est la peur. Et la peur, elle nous indique que justement, il est peut-être de temps d'aller voir peut-être quels sont les objets de ces peurs et de s'y intéresser et d'aller même vers ces objets-là. Et donc je prenais tantôt l'exemple, et je pense que je vais le reprendre, de se dire, ben, moi une de mes peurs c'était de parler en public et de donner une conférence par exemple. Alors que ce que je peux faire, je peux, euh, je peux déjà suivre des cours, aller voir un gars qui va m'expliquer comment respirer, toutes sortes de techniques. Ok, ça c'est la voie assez rapide, assez trash, et puis je vais donner ma conférence. Ou alors je peux déjà me dire, mais rien que déjà là avec les gens que j'aime, les gens qui m'entourent, qu'est-ce que je ne m'autorise pas à parler? Hmm. Qu'est-ce À que j'ose exprimer. pas déjà dire? Quels sont les sujets que j'ose pas aborder par exemple? Hmm. Et puis par contre, aussi un autre exemple, c'est je peux me dire comment ça se fait que moi seul, je suis capable d'exprimer des choses, de les articuler, et puis je me retrouve devant une salle et je suis paralysé, alors que je suis exactement la même personne. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour le faire, puisque je suis capable de le faire tout seul. Donc je peux faire ça devant tout le monde, quoi. Et en fait, finalement, en se disant, et moi, tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années, c'est pas des grosses étapes, des gros cours, des gros machins, c'est j'ai juste réglé tout un tas de petites choses, que me disant, Hmm. ben, ça, j'ose pas le faire, ben là, je vais essayer. Bah oui. Et ça, je vais essayer, puis ça, je vais essayer, puis ça, je vais essayer, puis ça, je vais essayer, jusqu'à ce qu'à un moment donné, une fois que la peur, elle est traversée, c'est-à-dire qu'on l'a vécue vraiment le plus en conscience possible dans son corps, et on a traversé l'expérience du début jusqu'à la fin, eh ben, on va peut-être la répéter, ça sera moins intense, puis après, à la fin, c'est plus possible qu'elle ne revienne. Une fois que l'événement a été complètement transcendé, la peur, elle disparaît. Et à la fin, Hmm. ça fait que la confiance s'installe de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, quoi. Et ça, si à mon avis on veut changer notre société, c'est probablement une des premières choses qu'on devrait nous apprendre à l'école, parce que nos parents ne nous ont pas été à même de nous éduquer, parce qu'ils n'ont pas appris, et qu'on puisse nous apprendre au moins à gérer ça, quoi.
Ouais, ce que je trouve très agréable en t'écoutant, c'est réellement de passer d'une situation où, et c'est peut-être d'une certaine manière ce que moi j'aurais eu tendance à dire pendant tout un temps, c'est non, c'est pas bon d'avoir peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, euh, ok, bah c'est quoi cette peur? Et finalement, cette peur comme une source très riche de quelque chose de nouveau, de capacité de changement, pour autant que cette peur soit, pour autant que cette peur soit regardée, pour autant que cette peur soit décortiquée, soit utilisée, et qu'ensuite elle soit l'objet de quelque chose, Mhm. d'une mise en action. Quand on regarde, et vous savez que j'aime bien faire ça, quand on fait le lien avec les énergies traditionnelles chinoises, eh bien là, il y a cette roue des énergies où l'énergie qui est associée, l'émotion qui est associée à l'hiver, c'est la peur. Et cette peur qui fait qu'à un moment donné, on est tellement rentré à l'intérieur de soi, mais si cette peur, elle est regardée, elle est visitée, eh bien, avec un bon niveau d'énergie, l'énergie suivante, qui est l'invitation après l'énergie de la peur, c'est l'énergie de l'affirmation de soi, qui est l'énergie du printemps. Alors on dit la peur et puis après l'énergie du printemps c'est la colère. L'énergie c'est pas du printemps c'est pas la colère. L'émotion c'est pas la colère. L'émotion c'est l'affirmation de soi. Et donc si on a réellement tenu compte de cette peur et qu'on l'a bien regardée, ça nous donne une vraie capacité de s'affirmer et de passer à l'action. Mhm. Si la peur est beaucoup trop grande, si la peur n'est pas regardée, si la peur ne donne pas, elle est tellement intense, eh bien, il y a une forme de blocage qui se fait au niveau physiologique, qui fait que il n'y a pas d'affirmation de soi, alors on repart dans l'autre sens et on va vers l'autre émotion, et l'autre émotion, c'est cette émotion de grande tristesse, de grande mélancolie, de déprime. Et donc, bloqué en dessous, si on représente sur la roue des énergies, là en dessous comme étant dans l'hiver, eh bien si on ne remonte pas vers l'énergie d'affirmation de soi qui est celle du printemps, et c'est quand même celle à laquelle on est invité maintenant, c'est maintenant que le printemps démarre, eh bien, on rebascule dans de la déprime, et il n'y a pas de problème. Si vous êtes déprimé, il n'y a pas de problème. Il y a tous les médicaments qu'il faut, il suffit d'écouter ce qu'on vous dit, il suffit de regarder la télé, il y aura tous les médicaments, et ces médicaments vont vous faire justement rester dans cette phase eh bien, de grande peur, parce que est-ce que j'ai bien fait ce qu'il fallait? Est-ce que j'ai bien pris mes médicaments? Moi, c'est le genre de choses qui justement me touche le plus dans la situation que l'on vit actuellement. Et je pense qu'on en a parlé déjà un petit peu la dernière fois, c'est que fondamentalement, toutes les réponses qui ont été prises, qui ont été proposées, même plus que proposées, je pense que le terme il est un petit peu léger, eh bien ce sont des réponses qui ont comme effet principal de réduire l'autonomie de la personne, Mhm. la capacité de prendre un certain nombre de décisions sur base de qui on est vraiment, d'une certaine confiance en soi, et on a réduit l'autonomie des personnes, mais n'oublions pas que on a aussi réduit fortement l'autonomie, même de personnes qui jusque-là représentaient une forme d'autorité, quelqu'un chez qui on allait. Chez qui est-ce qu'on allait avant pour certains sujets sur lesquels on n'était pas totalement autonome? Mais on allait chez son médecin traitant. Et maintenant, même le médecin traitant, il peut plus faire ci, faire ça, etc. Mais on dit, mais franchement, on se marche sur la tête. Mhm. Donc l'invitation, c'est reprenons l'autonomie, pas en mode je casse tout, etc., mais en mode, eh bien, je vais aller visiter, et puisque peut-être cette peur, elle est très répandue, ben, visitons-la, posons-nous la question, et si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? C'est quoi ma principale peur? Parlons-en, parlez-en, et osez petit à petit, trouver un peu, tu en parlais tout à l'heure, finalement, la direction que montre cette peur. Mhm. Cette peur peut aussi être une indication de je vais aller dans cette direction-là. Posez-vous la question, de qui avez-vous le plus peur maintenant?
Certains ont peut-être très peur j'en sais rien, de leur père, de leur mère, très peur de leur chef d'équipe dans l'entreprise, très peur de la police, très peur de peu importe de qui. Et si cette personne vous fait très peur, eh bien posez-vous la question et regardez cette peur, d'où elle vient, qu'est-ce que ça engendre, et puis petit à petit, pourquoi pas se mettre à engager un échange avec, et pour la transcender, cette peur. Mhm. Pas pour la détruire, pas pour détruire la cible de la peur, on ne détruit pas le sujet de la peur. Si on détruit le sujet, si on détruit son père ou je ne sais quoi, ben, on va rester avec l'origine. Mhm. Donc enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très fort. C'est profitons de ça pour aller vers cette autonomie. Et aussi, et je voudrais revenir là-dessus, vers cette capacité qu'on a chacun, eh bien, de voir les choses selon notre propre prisme et pas selon je suis désolé, selon le fantasme avec lequel on nous bassine partout à la télévision, parce que on essaye d'entretenir cette peur, parce que cette peur, elle est très importante, elle est très utile dans le mode de fonctionnement du système dans lequel on vit et qui est peut-être en train de passer à autre chose, je l'espère réellement, mais la peur, elle est au centre. Les gens doivent avoir peur. Les gens qui n'ont pas peur, je ne suis pas sûr qu'ils s'imposent autant de contraintes sociales telles que la plupart se les imposent. Hein. Mhm. Voir les choses avec une certaine réalité, avec une autonomie, eh bien, ça permet justement de reprendre un petit peu son, sa propre autorité. Mhm. Parce que tu en parlais tout à l'heure, et c'est vrai que, ok, on peut parler d'autorité, est-ce que c'est vraiment une autorité qui nous gouverne? Mais finalement, quelle est, nous, individuellement, notre propre autorité? Quels sont réellement les choix qu'on fait vraiment avec une certaine sagesse, avec réellement une volonté de faire les choses par rapport à nos propres besoins? Mhm. J'affirme mon autorité. Ce n'est pas contre quelqu'un d'autre. C'est juste moi. J'ai un choix. Je peux faire des choix. Je les affirme. Je dépose mon autorité. Et je suis prêt à entendre les autres. Et je vis en interaction avec les autres. Mhm. Et je suis capable de me remettre, de me remettre en question. Le point n'est pas là. Mais réellement de pouvoir s'affirmer. Et Mhm. je pense que ça, c'est quelque chose qui, ben, notamment, je pense que d'une certaine manière, pour revenir à ce que tu disais au début, eh bien, les camionneurs à Ottawa, ben, ils ont aussi voilà, une certaine autorité, quoi. Ils Mhm. vont assumer la position qu'ils prennent, et je trouve ça un exemple, pas dans la forme, on va pas tous prendre notre bagnole ou s'acheter un camion pour aller, mais vraiment dans ce que ça représente, quoi. Une certaine autorité qui s'installe, point. Mhm. Après, pour revenir encore sur l'autorité, ou peut-être que c'est peut-être un message qui n'est pas bien capté, tu l'as dit, hein, l'autorité juste, c'est celle qui stimule l'autonomie de la personne. Elle va faire tout, elle va poser un cadre de manière à ce que cette personne puisse trouver sa propre autonomie. Et aujourd'hui, c'est pas du tout effectivement ce que de manière générale la politique nous enseigne, c'est pas d'être autonome. C'est justement là ici, c'est clairement par rapport à ce problématique de santé, c'est de se faire vacciner. Et c'est la seule solution, quoi. Elle a été vendue comme ça. Mais ça c'est pas de l'autorité juste. En tout cas pour moi, dans mes valeurs, dans ce que je suis, dans ma compréhension aujourd'hui, je ne sens pas juste. Et c'est pour ça que je suis pas vacciné non plus d'ailleurs. Ça fait aucun sens. Moi, je suis un petit peu comme euh, je voyais de nouveau un exemple de Ariane, elle disait, ou je sais plus si c'était elle, peu importe, mais elle donnait, ben voilà, toi tu vas aller voir un agriculteur et tu lui dis, écoute, ben, tu sais, la science, dernièrement, on a fait des études, et en fait, on s'est rendu compte que pour arroser tes tomates, là, c'était quand même beaucoup mieux de mettre de l'essence. Et on a fait des études, ça a été publié, etc. Et le monsieur, l'agriculteur, qui a aucune idée du type d'études que tu as faites, etc., avec ton essence, il va tout de suite dire instinctivement, ça marche pas ton affaire. C'est le gros bon sens, quoi. Et quelque part, le gros bon sens, il vient de ton corps. C'est ton corps qui envoie ce message-là. Lui, il a toutes les réponses, quoi.
C'est pas ta tête, on peut acquérir beaucoup de connaissances à travers la tête, mais l'ensemble de ton corps, c'est un instrument de musique vibratoire qui t'envoie le meilleur des messages qui soit. Et si tu es vraiment à l'écoute de lui-même, lui, il va te dire, ok, est-ce que ce choix qu'on me propose, en quoi ça résonne, instrument de musique, en moi, ça ouvre ou ça ferme. Déjà, c'est assez simple à décoder. Si ça ouvre, déjà, ça veut dire, ok, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant. Mais si ça ferme déjà dès le départ, et en même temps, si ces messages, on nous les renvoie tous les jours et tous les jours et tous les jours, et on se rend compte que ça ouvre pas, mais ça fait juste que de fermer, c'est peut-être qu'une confirmation que c'est que ton corps, il n'en veut pas. Et combien de fois on fait ça dans des réunions, dans des meetings avec des amis ou des conjoints, conjointes, où on est là et puis on sent qu'il y a un truc et puis on est comme fermé à l'intérieur de ça, et on n'ose pas se libérer de ça, et on n'ose pas exprimer, dire, ne serait-ce que déjà là, moi je me sens pas très bien, j'ai un malaise par rapport à ce qui se dit, par rapport à ce qui se vit là, je peux pas expliquer ce qui se passe, mais mon corps il se referme sur lui-même, quoi. Il y a quelque Hum. chose, quoi. Ouais, déjà dans un contexte comme celui-là, on n'ose pas forcément l'exprimer. Mais j'ai aussi l'impression, tu parlais tout à l'heure on nous a pas appris à gérer la peur. Et je crois aussi que par rapport à cette sensation d'ouverture ou de fermeture dans le corps, ça demande quand même de laisser tomber un paquet de conneries qu'on nous a expliquées et un paquet d'éléments extérieurs type médicaments et je ne sais pas tout quoi qui font qu'à un moment donné, les sensations du corps, elles sont parfois assez limitées, hein. Parce que pour beaucoup de personnes, les sensations du corps, c'est faire éventuellement du sport à outrance, c'est manger, boire, avoir des relations qu'on dit relations sexuelles ou plutôt juste baiser, euh, et, euh, et c'est tout, hein. Mais une vraie connexion à son corps, à ce qu'on ressent, sans même peut-être dans un premier temps savoir qu'est-ce que ça veut dire, mais juste dire, tiens, là je sens un truc bizarre, eh ben, je pense que ça demande un sacré apprentissage. Mhm. Et ça demande aussi une autorisation. Se donner l'autorisation de. Et aussi de prendre un risque que toutes ces sensations ne soient pas forcément hyper agréables. Mhm. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec une sensation du corps qui n'est pas agréable? Et heureusement, j'ai beaucoup de chance, je vis de plus en plus entouré de gens qui n'ont pas ce réflexe. Mais face à une situation désagréable, si vous voulez savoir ce qu'il faut faire, il suffit de regarder l'engin de mort qu'on a tous ou toutes quasi dans notre salon. Il va vous le dire, hein, votre écran de télé, ce qu'il faut faire quand vous avez une sensation désagréable. Hein? Mal au dos, mal ceci, mal de tête, tout. Pas de problème. Dès qu'il y a une douleur, prenez un médicament, il n'y aura plus de douleur. Mhm. Et ça, mais c'est juste une aberration totale. Prends au moins le temps. Alors au moins, bien sûr, si la douleur est beaucoup trop importante, il faut bien sûr diminuer la douleur. On est d'accord, je ne suis pas en train de dire n'importe quoi. Mais au moins, connectez-vous à ces sensations du corps. Qu'est-ce que ça vient vous dire? Et après, le pas suivant, c'est de prendre une action pour éviter que ça se reproduise. Et si c'est pas tout de suite et que ça revient, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut aussi éviter de se mettre une pression supplémentaire. Je suis pas en train de dire, même si j'ai cru devoir le dire à un moment donné, qu'il faut tout faire en sorte pour se sentir bien, pour se connecter. Tout le monde doit faire de la sophrologie, Ah oui, de la oui. méditation, etc. Non, non, certainement pas. C'est pas grave. Juste un petit peu. S'il y a quelque chose qui va pas, ben, Mhm. on change quelque chose. Bon Dieu, combien de personnes sur cette terre, dans ce pays, prennent plus de temps à bichonner leur bagnole qu'à faire attention réellement à eux-mêmes, à ce qu'ils mangent. Moi, encore il n'y a pas longtemps, là, j'ai vu un gars que j'ai pas vu depuis longtemps. Bah, je vois sa voiture sur le parking. Je me dis, waouh, voiture magnifique. J'arrive dans la salle là où il était. Je dis, oulala, il prend plus de temps à soigner sa bagnole qu'à soigner son propre corps. Et je trouve ça triste en fait. Moi, je suis triste de ce genre de situation. Donc, même si c'est pas grave, bah, quand même, hein, je pense que c'est quand même important. Je veux dire, le corps que l'on a, c'est aussi une question d'un minimum de le respecter, quoi. C'est quand même un cadeau qu'on reçoit à un moment et pourquoi pas, pourquoi pas
l'entretenir comme il faut, puisque c'est au travers du corps que, eh bien, que les choses se passent. Si on n'avait pas de corps, le cerveau, il fonctionne comment? Il fonctionne, pour moi, je me trompe peut-être, mais de deux manières différentes. Il fonctionne avec un certain nombre de signaux qui sont soit des informations qui viennent via les cinq sens et qui passent à travers le corps, ou alors il fonctionne à travers des histoires qui s'inventent, qui s'inventent lui-même. Mais toutes ces sensations, elles sont une source magique ben, de fonctionnement dans le monde et de capacité de se mettre dans une réalité qui est peut-être plus proche réellement de ce que les choses sont et non pas d'un transfert je pense que oui, le fait d'avoir remis dans les mains de quelqu'un d'autre la réalité. On m'a dit que c'était comme ça, alors c'est comme ça. Mhm. C'est quoi, quel temps il fait aujourd'hui? On regarde son téléphone ou on regarde la télé. Alors que il suffit de regarder dehors et puis on va soi-même. Bah oui. Enfin, c'est un exemple un peu con, hein, désolé, mais je pense que c'est le genre de truc qui moi, me touche en fait. Quand je vois ce genre de situation de vendre en fait et de se focaliser sur l'extérieur plutôt que se pencher un petit peu sur sa propre capacité en fait à être en relation avec l'autre. Mhm. Puisque j'ai pas dit qu'il fallait se recentrer sur soi. Mais je voulais faire, toujours pour rester dans la dynamique du corps, euh, la société aujourd'hui ne nous encourage pas du tout à aller à la découverte de nos émotions, de nos fonctionnements, le fonctionnement du mental, de nos émotions, du ressenti physique, etc. Elle ne nous amène pas à aller là-dessus. Et bien sûr, il y a tout un mouvement quand même, hein. Je veux dire, moi, je viens du Québec où pendant 10 ans, j'ai énormément été dans cet univers avec des gens Hmm. qui parlent de leur corps, qui on est connecté à nos émotions et toutes sortes de choses. J'ai appris énormément de choses là-bas. J'avais aucune conscience de ça. Je ne savais même pas comment je fonctionnais. Je ne savais même pas ce que c'était vraiment qu'une émotion. Et puis, par contre, aujourd'hui, la société, peut-être que les gens, il y en a qui regardent moins la télé, mais par contre, ça, c'est une télé. Ça, c'est une télé portative. Et quand on passe sa journée dessus, ou un certain nombre d'heures dessus, c'est ici que ça se passe. L'information, elle est gérée plus au niveau mental. Donc on va nourrir énormément d'informations au niveau mental. On veut toucher potentiellement un peu d'émotion, donc on va arriver un peu dans le plexus. Mais à un moment donné, on n'a aucune idée que moi je suis assis sur ce fauteuil ou ce canapé ou dans un bus ou peu importe. On en oublie même que je tiens cet objet dans ma main parce qu'on devient le contenu de ce qu'il y a dans cet objet. Et ça, quand on est dans cet espace-là, c'est qu'on est complètement dans le mental. Et quand on est dans le mental, on est capable d'être manipulé. Et c'est ce qui est le cas aujourd'hui, hein. Il suffit de regarder les publicités. On connaît très très bien le fonctionnement du cerveau, hein. Tous les messages qui sont envoyés, on peut potentiellement facilement nous manipuler et nous amener à faire croire que quelque chose peut être extrêmement dangereux. Et tout en jouant sur cette parano qu'on possède tous en nous. Et puis en fait, parce que notre corps, lui, nous a dit, mais attends, relax, là, c'est peut-être pas si dangereux, là. Ce bon sens paysan, là, qu'on serait capable de toucher dans notre corps, eh ben non, parce qu'on reste scotché à ça. Et ça, je dis pas que c'est un outil qui est peut-être extrêmement utile, hein, je n'ai rien contre ça, mais la société va de plus en plus vers ça, en fait. Et ça, et c'est pas tout le monde qui veut ça, et je pense qu'il y a aujourd'hui des gens comme à Ottawa, c'est des personnes qui ont envie de vivre dans Ah leur oui. corps, connectés aux autres, faire des hugs, embrasser son monde, se sentir vivant à travers le ressenti de son corps en premier, quoi. Et par contre, il y a toute une élite qui, elle, est complètement déconnectée de son corps, qui est complètement dans un univers mental, mais qui sait très bien comment fonctionnent toutes ces technologies psychologiques, qui, elle, se dit que l'être humain, c'est un être humain qui est fini, à un moment donné, il va mourir, il va disparaître. Et donc, il y a comme plein de défauts, il y a des choses à corriger à travers des médicaments, toutes sortes de choses, et qu'il va falloir l'améliorer. Déjà, de base, il y a un problème, donc on va l'améliorer, et on va faire en sorte qu'il vive de plus en plus longtemps, et ça ne peut pas être fait de manière naturelle, ça doit être fait par la technologie, quoi. Et on nous amène dans cette direction-là, quoi. Hum. Et quelque part, c'est un premier essai, à mon avis, à travers cette vaccination massive, hein. On essaie de voir un petit peu comment la population est capable de réagir, à se dire qu'on va t'imposer à mettre quelque chose dans ton corps qui est expérimental, dont finalement, si un jour, toi, tu as un problème avec ça, hein,
tu auras beaucoup de difficultés à trouver le responsable en face de toi. Alors là, tu peux voir, ils vont se renvoyer la balle entre l'État et les compagnies pharmaceutiques. Ils ont toujours fait ça et continuent à faire ça. Personne n'est jamais responsable de rien. Et puis, finalement, on se retrouve à des gens qui... et je trouve ça quand même extraordinaire d'avoir des milliardaires qui veulent aller sur Mars, par exemple. Et je ne dis pas que ce n'est pas un challenge extraordinaire au niveau entrepreneurial et au niveau technologique, mais ils n'ont pas compris à quoi servait la planète Terre. Ça, pour moi, il y a un problème. Si tu veux aller sur Mars pour être confiné toute ta journée, 24 heures sur 24, sur un univers complètement hostile, où tu es enfermé avec les autres, avec des lunettes virtuelles pour te faire croire que c'est sur une plage à Tahiti, mais vas-y, la planète Mars, c'est fait pour ça. C'est vraiment fait pour ça. Ça, c'est top. Allez-y, go, 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 c'est magnifique. Mais il y a aussi des gens qui sont sensibles aux vivants, aux animaux qui nous entourent, aux êtres humains, aux plantes, et qui se disent, mais waouh, mais c'est extraordinaire, la richesse qui est ici, la vérité, mais c'est là, il faut mettre son énergie, c'est ici, quoi. C'est à préserver ce beau, c'est le mettre en valeur et le chérir, quoi. Et on a tout ce qu'il faut aujourd'hui, quoi. Mais aujourd'hui, ça ne prend pas cette direction-là, quoi. C'est pour ça que c'est ce qu'on fait, ces lives là maintenant, là, c'est aussi pour transmettre ce message qu'il y a quand même un positionnement à avoir et de se dire que, moi en tout cas c'est clair, je n'irai pas vers ce monde qu'on me propose là et qu'on essaie de m'imposer, quoi. Certainement pas. Ouais, ce qui me vient en t'écoutant, c'est que le côté complètement machiavélique de tout ça pourrait être qui a un certain nombre de forces qui pour justifier toutes ces conneries dont tu parles, de partir sur Mars et je ne sais tout quoi, pourrait en fait faire en sorte de rendre la vie sur cette Terre la moins agréable possible en détruisant un certain nombre de choses. Vous dire, bah, vous voyez, il faut quand même bien y aller. Sauf que l'être humain je pense, a oublié une chose, c'est que tout intelligent qu'il est, il est jamais plus intelligent et c'est que finalement ce qu'il a créé. On fait toujours cette analogie-là aussi avec des programmes. Bah oui, les programmes, bah, ils sont créés par des personnes, donc il y a quand même un certain, une certaine limite. Mais au niveau de l'être humain, c'est pareil. Je veux dire, l'intelligence, peu importe ce qu'on croit, je m'en fous, j'ai mes croyances et tout le monde a ses croyances. Mais l'intelligence qui a créé l'être humain, c'est cette même intelligence qui a créé la Terre, qui a créé le reste. Donc finalement, pourquoi l'être humain serait plus intelligent que tout le reste? Mais il faut arrêter 2 secondes de se croire plus intelligent. Et je le disais déjà dans le live précédent, mais je le répète encore, le problème vient du fait que, à partir d'un moment, certaines personnes se croient supérieures aux autres. C'est un problème fondamental. Tu n'es supérieur à personne d'autre, ni même un animal, ni même à une plante. Tu n'es pas plus important que n'importe qui d'autre. Point. Et donc tu n'as pas à avoir plus que les autres, etc. Bien sûr que tu peux mener un certain nombre d'actions pour t'amener un certain confort, et bien sûr tu peux être récompensé du travail que tu fais, etc. Mais tu n'es pas plus important que quelqu'un d'autre. Et ça, je trouve ça... Enfin moi, toute cette quête de technologie pour monter sur une autre planète, pour faire quoi? Pour essayer. C'est aussi très, très 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 symbolique, hein. Il y a 2 semaines, là, je voyais un film, là, je sais plus comment il s'appelle, Epsilon ou Ellipsum ou quelque chose comme ça, où finalement, mais ils ont créé un anneau à je ne sais pas combien de centaines de milliers de kilomètres de la Terre, et qui est pas si loin malgré tout, et là, ils reproduisent en fait, finalement, mais ce qu'ils reproduisent là, c'est ce qu'il y avait déjà sur la Terre, et je trouve ça mais tellement con. Je suis sûr qu'on regarderait le film, on se dira, oui, c'est une fiction, c'est n'importe quoi, mais c'est pas n'importe quoi, c'est ce qui est en train Bah oui. de se passer. Mais il y a un autre point sur lequel je voudrais revenir, sur une expression que tu as utilisée. Tu parlais t'as parlé du problème, et en effet, j'aime beaucoup le fait que tu dises, en effet, non, il n'y a pas de problème, quoi. L'être humain, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un truc à régler, quoi. Il y a, il y a, il y a peut-être en effet des différences, il y a des modes de fonctionnement qui sont différents, des têtes différentes, des couleurs qui sont différentes. Il y a peut-être en effet, malheureusement, suite à certaines choses, des pathologies, des choses qui sont réellement
qui vont aller à l'encontre de la capacité d'un être humain de continuer sa vie sur la Terre. Et peut-être que là, bien sûr, et heureusement depuis des années, on fait des progrès pour rendre la vie plus agréable ou pour la prolonger quand il y a des véritables pathologies. Mais à la base, il n'y a pas de problème, quoi. C'est aussi con, parce qu'on fait beaucoup de choses qui sont aussi connes que ceux dans certaines parties du monde ou à une certaine époque qui pensaient que de toute façon les femmes devaient toutes avoir des petits pieds et ben il fallait leur écraser les pieds dans des petites chaussures où il fallait mais alors maintenant on se dit oh c'est con, oh oui c'est con, mais c'est con, mais on fait pire que ça. On fait pire que ça avec des médicaments, avec des choses qui sont invasives. C'est encore pire. Regardez les exemples, prenez les exemples que vous trouvez les plus cons, les plus contraignants, les plus dégradants qu'on peut faire à un être humain. Eh bien, regardez, eh bien, ce qu'on fait maintenant, c'est encore pire que ça. C'est encore pire que ça parce que ce n'est pas nommé. Ce n'est pas nommé et ce n'est pas assumé. Ah oui, oui, oui. Et donc, Mhm. ça a le don, moi, de me donner encore plus envie de faire bouger les choses. Parce que un point aussi que je pense qui est très important, parce que je vois que l'heure avance, c'est que malgré tout ce qui a été dit, euh, il y a déjà plein d'endroits sur cette terre, plein de groupes de personnes qui ont cette conscience. Et peut-être que certaines personnes ont raison de la garder pour eux, d'avoir une belle capacité de communication dans leur famille, une belle capacité de communication avec leurs amis, un bon contact par rapport à leurs émotions, une bonne gestion de leur santé, etc. Et ils vivent la vie qu'ils ont envie de vivre. Et ça, c'est super. Euh, et je suis content que ça existe et j'espère qu'il y en aura de plus en plus et que tout ça va pouvoir se connecter pour justement pouvoir faire vivre un peu autre chose. Et ce qui est triste, c'est que c'est pas les exemples dont Non, on non. parle le plus. Et pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Ben parce que ça ne génère pas l'objectif attendu quand les choses vont bien, quand les gens sont heureux, quand ben ça génère quoi? Ça ne donne pas envie de foncer dans son armoire et de prendre un Coca ou un Mars ou un Snickers, etc. C'est beaucoup mieux de faire un truc anxiogène qui fait que, ouïe, 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 il y a un truc qui va pas, je fonce sur du sucre, quoi. Enfin, c'est un exemple simplifié, Mhm. mais donc je trouve que c'est aussi important de dire qu'il y a des chouettes choses qui vont bien, et il y a des gens qui se mettent en action, Mhm. et c'est aussi pour ça qu'on y croit. Je reviens, on en parlait au début, ce qui nous réunit, ben, c'est quand même aussi la vision vibrée locale, la vision d'une capacité de certains êtres humains à partir de leur talent, de ce qui les passionne, de ce qui les fait vibrer, eh bien de créer des choses, de se mettre en action localement pour créer des choses, petites ou grandes, peu importe. C'est cette vision qui fait que on se dit, on a le souhait de connecter tout ça, de faire en sorte que tout ça puisse faire des émules et apporter à différentes personnes à qui il peut peut-être manquer une petite chose pour passer à l'action, eh bien apporter le petit plus. Mhm. C'est pas une plateforme informatique qui le fait, c'est plutôt une, une, une mise en action, une mise en réseau des choses. Et une mise en réseau, juste faire une parenthèse, on pourrait nous dire, oui, mais des réseaux, il y en a déjà plein, etc. Excusez-moi, regardez un petit peu l'intention de base fondamentale d'un réseau social comme Facebook. Euh, pour ne citer que ça, même si tout le monde dit oui, c'est has-been, Facebook, on n'y est plus, maintenant c'est autre chose, c'est TikTok, Snapchat ou je ne sais tout quoi. Les intentions, elles sont toutes exactement les mêmes, hein. Elles sont de faire que on est rivé sur un écran et de transférer sur cet écran une forme de gestion des émotions. Mhm. Euh, et,
Et donc ici, je reviens là-dessus, oui, il y a un réseau, il y a une mise en connexion, mais dans un but que quelque chose, que quelque chose se passe réellement. Mhm. C'est ça l'invitation en tout cas de la vision derrière Vibrer Local, qui est ce projet auquel nous, on consacre quasi l'essentiel de notre temps, quoi. Et puis justement, ben, dans le cadre de Vibrer Local, déjà pour parler de ce qui se passe aujourd'hui, hein, il y a quelque part, quand j'ai parlé d'autorité et d'autoritarisme, il y a une forme de notion de droit derrière. Et aujourd'hui, le droit n'est pas appliqué dans sa totalité. C'est-à-dire que comme on est en mode urgence, depuis 2 ans, on est encore en mode urgence aujourd'hui, donc on se laisse une certaine liberté de ne pas instruire, de mettre en mouvement certains procès. On dira on verra ça plus tard. Et donc le droit n'est pas appliqué sur des choses qu'on aurait déjà dû appliquer, parce qu'en fait, il y a vraiment des mesures qui sont complètement inconstitutionnelles, notamment le pass vaccinal, c'est quelque chose qui n'est pas du tout constitutionnel. Ça crée de la discrimination, tout ça, c'est passible de la loi, etc. Et donc, il y a des collectifs d'avocats qui sont qui se sont réunis, qui travaillent au niveau local, national, international, et qui sont en train de monter des dossiers, quoi. Et ça va ressortir un jour ou l'autre, parce que c'est des gens qui ont juste à cœur d'appliquer la loi comme elle a été décidée à un moment donné, qui ce sont quelque part des lois justes, quoi. Donc ça, c'est important parce qu'à un moment donné, ça va permettre de se dire que toutes ces personnes aujourd'hui qui sont impliquées dans ces décisions, hein, ils se renvoient la balle, hein, c'est-à-dire ah mais c'est pas moi, c'est la science, hein. Et puis la science, c'est qui? Finalement, c'est les compagnies pharmaceutiques. Mais les compagnies pharmaceutiques vont dire ah ben non, c'est la FDA, c'est eux qui ont validé comme quoi on pouvait mettre sur le marché ce médicament, hein. Donc tout le monde se renvoie la balle et c'est jamais individuellement quelqu'un qui va porter la responsabilité de ça. Mais quand on est dans un cercle vicieux comme ça où personne ne prend la responsabilité, à part une structure qui va payer comme l'entreprise, comme par exemple les compagnies pharmaceutiques qui budgètent déjà à l'avance des milliards de dollars, sachant qu'ils vont devoir avoir des comptes à rendre à un moment donné, mais ils se le permettent parce que personne n'ira en prison. C'est la compagnie qui va payer. Et aujourd'hui, ça fonctionne encore comme ça. Donc cette absence de responsabilité, pour moi, c'est des indicateurs qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, quoi. Et puis après, maintenant, pour revenir à Vibrer Local, ou peut-être il y a 7 ans en arrière, j'ai commencé à imaginer cette plateforme, etc. Et je vois à quel point aujourd'hui elle commence à faire du sens, même si elle n'est pas complètement utilisée, etc. Mais ce qui manque aujourd'hui, c'est son complément. Et son complément, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu où vraiment les gens peuvent arriver dans quelque part. De nouveau, j'ai encore été un peu essayé d'imaginer, à travers mon expérience personnelle, qu'est-ce qui pourrait être intéressant et qu'est-ce qui existait avant. Avant, il y avait le café après l'église, le dimanche, et les gens se réunissaient, ils buvaient un café, un verre ensemble, etc. Ils discutaient et ils échangeaient sur qui ils étaient, ils apprenaient à se connaître, à voir les besoins des uns des autres, les besoins de la commune, etc. Et ça permettait certainement de faire vivre la communauté sans des outils informatiques ni quoi que ce soit, de manière très simple. Ça, ces espaces-là n'existent plus. Ça existe encore d'une certaine façon, et c'est pour moi les cafés. Et moi, l'expérience que j'ai eue dans les cafés, c'est surtout à Montréal, où à Montréal, tu peux passer ta journée dans un café, et être avec ton ordinateur, et puis travailler, et puis payer juste une consommation, et il n'y a personne qui va rien te dire. Mais ça, c'est extraordinaire comme expérience, mais vraiment extraordinaire. Moi, j'ai vécu des choses fabuleuses. Parce que là, on rencontre plein de monde différent, quoi. Le retraité qui vient tôt le matin, qui vient boire son petit café et lire son journal parce que c'est le premier, il va avoir le journal. En même temps, il a une vue sur la rue et là, il voit les enfants qui vont à l'école avec les familles. À force de les voir, les enfants font signe. Tout ça, c'est super nourrissant. Et c'est des gens qui ont un passé, qui ont une sagesse, une expérience de vie super intéressante. Et quand on commence à les rencontrer, ils nous apprennent plein de choses. Ah, mais attends, tu fais du marketing, mais moi j'ai travaillé à un moment donné de boîte là, peut-être que je peux te conseiller de faire ci, faire ça. Et puis finalement, on se rend compte que dans son café, il y a un professeur qui vient corriger des copies, il y a un étudiant qui est en train d'étudier, il y a quelqu'un qui est paumé, il ne sait pas quoi dans sa vie, il y a un SDF qui n'est pas bien, qui a besoin de se réchauffer. Il y a une mini-société qui est là. Et les gens, ils se côtoient, et ils apprennent à se connaître, et il y a quelque chose d'extraordinaire qui se vit là, quoi. Et donc, le lieu dans lequel, pour venir au lieu, qu'on pourrait imaginer, c'est un café où, tout simple, on vient consommer quelque chose, mais on pourrait consommer des produits locaux, des produits du terroir local, hein. Et ça, par exemple, ton association Betty joue parfaitement ce type de rôle. Et en même temps, on pourrait rajouter une section, comme il en existe dans les cafés que j'ai visités, où on peut aller sur son ordinateur et on est un peu plus tranquille. On entend encore un peu de musique, mais on peut faire une forme de télétravail. Et on pourrait très bien imaginer aussi à ce moment-là
à un étage supérieur par exemple, des salles où là vraiment c'est plus du travail de groupe avec des salles de réunion ou peut-être des petites salles cloisonnées où si on a une réunion avec un Zoom à distance, on peut le faire en silence. Et puis on peut aussi avoir une salle qui permet d'avoir un espace pour que les enfants puissent jouer. Ça, je l'ai vécu dans un café. C'est juste tout ça. C'est une pièce qui est fermée, qui est sécurisée. Il n'y a pas d'objet tranchant ni rien du tout. Et les enfants, ils rentrent là-dedans et ils s'amusent, quoi. Ils jouent et puis c'est tranquille. Et ça fonctionne très très bien, quoi. Et donc comme ça, les enfants ont leur espace, leur petit univers. Et eux, ils sont créatifs, ils inventent tout ce qu'ils veulent. Et puis on peut encore imaginer éventuellement des dortoirs ou pour des gens qui viennent faire du digital nomade par exemple, qui viennent passer du temps dans tel village, tel quartier, etc. pour découvrir ce qui s'y passe et vivre une expérience. Et donc dans ce modèle-là, on peut y intégrer la notion de la plateforme Vibré Local qui permet de savoir assez rapidement, ben voilà, moi je rentre dans ce café, je peux très bien m'identifier si je le souhaite et dire ben voilà, je viens, je suis dans ce café, et soit je viens faire du télétravail, soit je viens boire un café, et tout de suite dans Vibré Local, on peut voir sur son profil ses intérêts, c'est quoi ses intentions, s'il a des projets, des besoins, etc. Et de recréer facilement une connexion. Et en même temps, quand on voit toutes ces personnes qui sont réunies, ben, ça permet de sentir le pouls du village, du quartier, de qu'est-ce qui se passe. Et donc on pourrait très bien avoir un animateur qui joue le rôle d'animateur, qui justement va aller à la rencontre de ces personnes. Au fait, j'ai entendu parler que tu avais tel besoin, mais sache, tu sais que cette personne pourrait potentiellement t'aider. Et la plateforme, elle peut faire le lien entre tout ça, quoi. Et en même temps, elle peut faire le lien vers la municipalité. Et ça, pour revenir à notre discussion de départ, c'est qu'aujourd'hui, on n'ose pas s'exprimer auprès de notre municipalité, où c'est toujours les mêmes qui râlent, mais pour se dire, mais vous savez, moi, je suis tous les jours auprès de ces gens-là, et en fait, fondamentalement, la fontaine, ils ne la veulent pas, quoi. Ouais. Ils veulent le jardin communautaire. Ça, c'est vraiment ça qu'ils veulent. Et ça, c'est du vivant, et c'est du concret, et ça n'est pas juste un samedi où vous venez mettre des post-it, hein. C'est un truc qui se vit tous les jours, au quotidien, quoi. Et ce type de lieu, en fait, moi j'ai envie de le mettre en place. Alors je ne sais pas où, ça peut être en Belgique, à Luxembourg, en Suisse, en France, peu importe. Mais ça prend l'énergie, ça prend un lieu, et ça prend ce concept, et de tenter l'expérience à un moment donné. Oui, à un moment donné, de créer un espace qui pourrait être un terreau un peu plus fertile pour favoriser cette mise en action, favoriser réellement cette création d'une dynamique qui justement peut-être manque un petit peu pour l'instant. Et au-delà des cafés tels qu'ils peuvent exister maintenant, ou peut-être en effet on y va en petit groupe et on discute entre nous et puis on repart, mais il y a un peu cette idée d'interaction voilà, au cœur d'un quartier, au cœur d'un village, voire même d'une commune, pour réellement justement devenir cet endroit à partir duquel les choses démarrent. Et que ce soit, c'est vrai que ce que tu partages est aussi une invitation, une demande, si quelqu'un connaît une zone dans laquelle qui serait favorable de créer ça, un café qui existe déjà, un lieu qui doit être reconverti, pour justement y amener eh bien, ce concept. N'hésitez pas, contactez-nous, envoyez-nous un message ou des références ou les coordonnées de personnes qu'on pourrait contacter pour approfondir tout ça, et que ce soit un lieu qui soit public ou privé. On a aussi des idées et des capacités de vous montrer que finalement tout ça peut aussi devenir un lieu dans lequel des gens peuvent avoir une activité économique, Bien sûr, oui. et c'est pas simplement quelque chose de non lucratif. Et ça peut faire des connexions avec plein de choses, du multigénérationnel, du transsectoriel, avec aussi des aspects digitaux, avec des aspects, comme tu disais, producteurs locaux, traiteurs, cafés ou autres. Il y a vraiment quelque chose qui, selon nous, pourrait, grandir de tout ça, quoi. Donc on en est à cette étape-là. Donc voilà, l'appel est lancé. Je vais regarder si
Donc là, il y a Mireille qui nous avait envoyé des messages qui confirmaient justement tout ce que je racontais à Ottawa. Et puis qui nous remercie de ce qu'on transmet. Cool. Mais merci. Je pense que là, ça fait quoi, 1h25 qu'on papote. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est chouette, hein. Je pense qu'on pourra encore parler Voilà, pas on a mal de encore d'autres temps. sujets qu'on pourra aborder. Mais voilà, donc de toute façon, cette vidéo, vous allez la retrouver sur Facebook, sur nos différentes pages. Et en même temps, moi, je vais en refaire une vidéo que je publierai sur YouTube notamment, où là, on a comme une chaîne et vous allez retrouver d'autres vidéos et les gens comme ça pourraient la revoir à tout moment. Et bien sûr aussi, on va la publier dans Vibrer Local. Ouais, et peut-être que je voudrais terminer aussi par le fait que par rapport à ce qui nous anime, c'est clair que voilà, parler comme ça, ça fait, enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et aussi, on a à cœur de créer des espaces dans lesquels on pourra avoir ce genre d'échange. Donc, si Mhm. ça vous intéresse, et je voyais justement, je crois que c'est ça, c'est Mireille qui disait, Oui, j'ai envie d'être assise avec vous. Eh bien, ça, oui. Donc, si ça vous intéresse, très juste. Ouais. écrivez-nous aussi. Et on le proposera aussi à un moment. Et on peut se déplacer pour papoter avec vous, vos amis, votre famille, faire ce genre de choses. On aime ça et on trouve que c'est tellement fort, c'est tellement important. Moi, ça me donne une énergie folle, ça libère beaucoup d'énergie. Et pour moi, cette action de libération, j'ai besoin de libérer tout ça, j'ai besoin de parler. Et si ça peut créer la même chose en vous, si ça vous inspire, eh bien voilà, écrivez-nous, proposez-nous, et peu importe la forme, comme je disais, une famille, un groupe d'amis, un plus grand groupe, euh, de ça en tout cas, de parler dans un grand groupe et en face d'un grand groupe, de ça en tout cas, Mhm. je n'ai pas peur. Cette peur, je l'avais, je l'ai transcendée, je la transcende encore, et je fais des cours de théâtre pour pouvoir encore mieux le travailler. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on aurait à cœur de faire. N'hésitez pas, Ouais, écrivez-nous. Si vous voulez nous voir, eh bien, on se déplacera. ouais, merci. Merci d'y avoir pensé. Merci. Voilà, écoute, Merci c'est à clair. vous. À Allez, bientôt. bonne soirée. Bonne Ciao, soirée. ciao. À bientôt.